Bonjour, je suis Gaëlle Schmitt, je suis arrivée première de ma promo de pneumologie à Paris aux ECN 2012. La pneumologie est une matière très importante pour la préparation des ECN, puisqu'elle se prête bien à des dossiers transversaux, notamment en infectiologie et en oncologie. Les pathologies respiratoires sont également très souvent intriquées aux pathologies cardiovasculaires. Je vais vous présenter un dossier type tel que vous pourrez les rencontrer dans les conférences de 100% ECN. Je vous propose de commencer par le dossier type, donc on va lire l'énoncé. Vous êtes interne de pneumologie, de garde dans un petit hôpital de Normandie. Un homme de 60 ans consulte aux urgences pour une émission de sang rouge par la bouche, survenue brutalement 3 heures auparavant lors d'un effort de toux. Il est fumeur actif, 70 paquets années, une consommation d'alcool à une bouteille de vin par jour. Il a travaillé toute sa vie dans une usine automobile, donc potentiellement une exposition professionnelle. Il présente comme principaux antécédents un diabète de type 2 sous biguanide, une hypertension artérielle et a bénéficié de la pose de 2 stents pour un problème au cœur selon le patient. Il est traité depuis 2 ans pour une dépression. Donc, les points clés de cet énoncé, c'est donc une hémoptysie brutale, un patient qui est alcoolotabagique de façon active, donc il faudra penser à l'arrêt du tabac, une potentielle exposition à l'amiante, un monsieur qui est donc coronarien avec ses 2 stents, et un monsieur traité pour dépression. Question 1, comment évaluez-vous donc la gravité de cette hémoptysie? Le taux d'hémoglobine et la tolérance hémodynamique en fait ne sont pas considérés comme des signes de gravité à proprement parler, puisque ce sont des événements qui surviennent très tardivement dans l'hémoptysie. Et donc vraiment les signes de gravité à rechercher sont d'une part la quantité, donc le volume, mais également la durée depuis quand le patient crache, la tolérance respiratoire, qui s'évalue donc par les signes de lutte respiratoire, par la saturation en oxygène et par les gaz du sang. Et quelque chose de primordial, c'est l'état respiratoire sous-jacent du patient, puisque ce n'est pas la même chose une hémoptysie chez un monsieur qui a des poumons sains qu'une hémoptysie chez un monsieur qui est BPCO avec très peu de réserve respiratoire. Le patient vous dit donc avoir craché l'équivalent d'un verre et demi de sang rouge, la saturation est à 91% sous 2 litres, la fréquence respiratoire à 25, la fréquence cardiaque à 110. Quels sont donc les principes de votre prise en charge? Le patient présente actuellement des signes de gravité puisqu'il désature, il est tachycarde et polypnéique. Il faudra donc l'hospitaliser pas en service de médecine, mais en service de réanimation ou d'unité continue. La fibroscopie bronchique, effectivement, qui est importante dans la prise en charge, avec le scanner thoracique, qui vont permettre donc de localiser le saignement, de le latéraliser éventuellement, et également de déterminer son étiologie. La fibroscopie bronchique n'est pas faite de manière systématique, souvent uniquement lorsque le scanner ne permet pas de latéraliser. L'oxygénothérapie au masque à haute concentration, plutôt non chez un monsieur qui est tabagique actif, exposé à l'amiante, probablement une BPCO sous-jacente, donc un objectif de saturation plutôt aux alentours de 90-92% de saturation. Les hémoptysies, ça peut potentiellement être grave et ça doit se transférer dans un centre de référence qui dispose d'un plateau de radiologie interventionnelle et proche d'un service de chirurgie thoracique en cas d'hémorragie massive. La gliprécine intraveineuse, plutôt non, on ne la fait pas de manière systématique, uniquement en cas d'hémoptysie massive non contrôlée avec une très mauvaise tolérance respiratoire. Il faut savoir que son effet dure environ 6 heures, vasoconstricteur, et que donc ça peut gêner la réalisation d'un geste de radiologie interventionnelle. Le scanner thoracique, oui, mais avec injection, primordiale, de manière à évaluer la vascularisation bronchique. Le patient doit bien sûr être scopé et donc en fonction des données du scanner, on pourra réaliser ou non un geste de radiologie interventionnelle. En général, il s'agit d'une artérioembolisation bronchique puisque la vascularisation pulmonaire est en cause dans de vraiment très rares cas. Le scanner thoracique vous montre, donc on a une coupe de scanner qui coupe la trachée, on voit donc vraiment une opacité assez volumineuse, d'environ 2-3 cm, spiculée, irrégulière,
fortement suspecte de cancer. Quels examens faites-vous pour avancer dans votre diagnostic? On dit bien que le diagnostic n'est pas encore fait et donc on va chercher donc à faire le diagnostic forte suspicion de cancer. Le diagnostic est donc histologique. Il va nous falloir une fibroscopie bronchique avec des prélèvements, aspiration bronchique, éventuellement lavage bronchoalvéolaire, mais principalement des biopsies bronchiques qui sont primordiales. Si la fibroscopie est négative, on ira donc jusqu'à la ponction sous scanner pour avoir une preuve anatomopathologique. Les examens suivants, donc la scintigraphie osseuse, le TEP scanner et le scanner cérébral, sont principalement là pour un diagnostic d'évolutivité et rechercher des métastases. Donc ce n'est donc pas pour notre diagnostic et les EFR échographie cardiaque sont principalement pour le terrain. Après être sorti de réanimation, vous le retrouvez dans votre service de pneumologie pour la suite de la prise en charge. On a donc un VEMS pré-bronchodilatateur à 27%, un post-bronchodilatateur à 35%, une CPT à 125% et un VR à 177%. Quel diagnostic évoquez-vous? Trouble ventilatoire restrictif? Non, puisque la CPT est supérieure à 80%. Un trouble ventilatoire obstructif? Oui, mais pas parce que le VEMS est inférieur à 70%, mais parce que le VEMS sur CV est inférieur à 70%. Le VEMS n'est là que pour la sévérité du trouble ventilatoire. On est effectivement face à une bronchopneumopathie chronique obstructive, puisqu'il n'y a pas de réversibilité au bronchodilatateur. La réversibilité étant définie par une augmentation du VEMS de plus de 200 ml et de plus de 12%. On observe également une distension thoracique puisque la CPT est supérieure à 120%. Voilà, nous sommes face à une BPCO stade 3 avec un VEMS à 35% et non stade 4. Voilà. Le bilan retrouve une lésion pulmonaire, donc lobaire supérieur gauche, à type de carcinome épidermoïde, associé à des adénopathies de la loge de Barretti et des adénopathies médiastinales gauche. Sur le bilan d'extension, on a donc des lésions fixantes au TEP au niveau hépatique et 4 lésions intracérébrales d'allure secondaire. On est donc face à un cancer qui est multimétastatique, donc de stade M1, également M3, puisqu'on a des adénopathies qui sont bilatérales. On est donc face à un stade 4. Quel traitement antitumoral allez-vous lui proposer? Donc on va donc stade 4, le principe de la prise en charge est donc à base d'une chimiothérapie à base de platine. La radiothérapie thoracique n'est envisagée que dans les cancers bronchiques d'un petite cellule localement avancés. Pareil pour la radiochimiothérapie. Bien sûr, on ne peut pas envisager une chirurgie de la lésion primitive puisque le patient est métastatique. On va également envisager, du fait des lésions intracérébrales, une radiothérapie cérébrale, mais par contre pas de traitement antiépileptique prophylactique, uniquement si le patient est symptomatique. La recherche de la mutation GFR, plutôt non, puisqu'elle se fait principalement sur les cancers non épidermoïdes, donc les adénocarcinomes et les cancers à grandes cellules. Vous décidez donc de lui administrer une chimiothérapie par carboplatine et gemcitabine. Quelles sont les complications que vous pouvez attendre? Donc, les complications sont de l'ordre de deux types, des complications qui sont communes à toutes les chimiothérapies et des complications qui sont plutôt spécifiques à tel ou tel type de chimio. Là, on a donc dans nos propositions des complications qui sont communes, à savoir l'alopécie, la mucite, les troubles digestifs à type de nausées, vomissements, et des complications qui sont spécifiques, principalement au sel de platine, avec la neuropathie périphérique, l'insuffisance rénale et la surdité. Les cardiomyopathies sont plutôt dans les chimiothérapies à base d'anthracycline. Voici un tableau récapitulatif donc, des toxicités communes où on retrouve nos 3 symptômes. En plus, il faut bien penser aux toxicités hématologiques avec la pancytopénie, voire l'aplasie qui peut être fébrile et donc le haut risque d'infection.
Également, penser à la toxicité gonadique et la tératogénicité chez les patients qui sont en âge de procréer. Ensuite, on passe aux toxicités qui sont spécifiques du cisplatine, où principalement on a donc l'insuffisance rénale, l'atteinte neurologique et l'atteinte auditive. Ne pas oublier également la tératogénicité. La gemcitabine a principalement peu de toxicité spécifique. Il s'agit principalement des toxicités qui sont communes à toutes les chimiothérapies. Quelles autres démarches allez-vous entreprendre? Bien sûr, là on a parlé du traitement antitumoral. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres mesures à prendre. Nous avons donc la prise en charge nutritionnelle, bien sûr, la prise en charge psychologique, que ce soit du patient ou de son entourage. La déclaration en ALD, je vous rappelle que vous êtes donc pneumologue en hôpital. Donc la déclaration en ALD est normalement faite par le médecin traitant. Il faudra par contre probablement faire une déclaration de maladie professionnelle avec un dossier du fonds d'indemnisation pour les victimes de l'amiante et ne pas hésiter à proposer l'inclusion dans un protocole de recherche qui est primordial pour faire avancer les traitements antitumoraux. Vous conseillez aux patients d'arrêter de fumer. Quels sont donc les principes de votre prise en charge? Des principes, des traitements qui sont médicamenteux mais également non médicamenteux, une évaluation donc, de la dépendance nicotinique par le test de Fagerström, on propose un contrat thérapeutique avec d'un point de vue thérapeutique une substitution par un nicotinique. La cigarette électronique ne peut actuellement pas être proposée comme aide à l'arrêt du tabac puisque nous n'avons pas suffisamment de recul. La varénicline est contre-indiquée chez ce patient parce qu'il est atteint d'une dépression. Il faut également penser aux thérapeutiques non médicamenteuses, à savoir la thérapie cognitivo-comportementale et le soutien psychologique. Voilà pour ce dossier.